il découpe, il recoupe. Donc, je te laisse introduire. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci aux quelques personnes qui ont pu se libérer pour venir assister à notre colloque. Comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, il y a un tournoi qui se déroule sur les terrains STAPS juste à côté. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Ovalion Sevens. Donc c'est un tournoi de rugby féminin à 7. Donc ce qui est bien, c'est que c'est que des joueuses qui viennent soit de France, dans différentes villes. On a quelques joueuses de Lyon et des joueuses qui viennent de l'étranger. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, vu que c'est un tournoi qui a quand même une assez grande ampleur, effectivement, il faut avoir le mental et il faut avoir une bonne préparation mentale, car que pour ce soit les joueuses françaises pour gagner le tournoi et représenter la ville, vu que c'est les joueuses de Lyon, ou que ce soit pour les joueuses étrangères qui ont quitté leur pays pour quelques jours, voire des semaines, pour justement représenter leur pays, il faut avoir un mental assez solide pour justement essayer de gagner cette compétition et ne pas craquer. Donc justement, pour animer ce colloque, on va être en compagnie de Virginie Niquez, qui est juste ici, et ensuite Emma Guillet-Descas, juste ici, qui sont des maîtresses de conférences. Je vais leur laisser la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je vois pas très bien, ce sont mes lunettes. Je suis Emma Guillet, donc maître de conférence à l'UFR STAPS de Lyon et bien sûr enseignante en psychologie et notamment, je dirais, en lien avec tout ce qui renvoie à la gestion des ressources mentales, à la gestion de la préparation mentale, notamment chez donc des sportifs de haut niveau. Et je vais laisser la parole à Virginie afin qu'elle se présente et qu'elle démarre la présentation. Donc Virginie Niquez, membre du laboratoire VIS qui travaille sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. Avec Emma et Guillaume Martinand, dans le cadre du labo, on développe un certain nombre de projets d'enseignement autour de la psychologie du sport, dont en particulier la question de la dimension mentale et de l'entraînement mental. Et à côté de ça, l'opportunité aussi, en version appliquée, de pouvoir intervenir individuellement et collectivement sur cet entraînement, en fait, qui est un entraînement en tant que tel, et comment faire en sorte, en effet, que ce soit un peu plus diffusé, démocratisé, clarifier avec vous un peu les contenus de la préparation mentale. Et merci en tout cas aux étudiants pour l'invitation et cette belle initiative de faire un tournoi rugby pour les femmes. On pourra aussi faire le lien avec le Master EGALAPS qui travaille beaucoup autour de cette question du genre et de la promotion des femmes dans la pratique sportive. Je suis également en effet responsable pédagogique du Master 1 EGALAPS. Autour de la question de la préparation mentale, qu'est-ce que c'est en fait? À quoi ça sert? Quels sont les objectifs? On a tous des habiletés mentales, comme on a des habiletés physiques, techniques ou tactiques. Et l'enjeu, en fait, c'est de les rendre meilleures. Pour les rendre meilleures, il faut les connaître. Et pour les rendre meilleures, il faut les entraîner. Pour les entraîner, ça renvoie à des exercices, à de la planification, à un suivi, à une évaluation, en tout cas, de ces ressources-là, au même titre que les aspects physiques. Souvent, un peu une distorsion dans le monde de l'entraînement. On fait appel à la préparation mentale quand ça va pas. Je vous repose la question, est-ce qu'on fait appel à la préparation physique quand je suis blessé? C'est un peu tard, d'accord? Il y a des choses à mettre en place, à entraîner, à préparer. Et dans la même idée, les contenus de préparation mentale doivent être intégrés dans la planification. Et ça renvoie aussi à la compétence de nos entraîneurs et à leur capacité à travailler sur ces contenus-là, parce qu'on sait bien, en tout cas, que dans les formations initiales et continues, tous les aspects psychologiques sont un peu moins enseignés et moins diffusés que les aspects reliés à la préparation physique. Donc, en gros, c'est optimiser la perf personnelle, d'accord? C'est un déterminant de la performance, c'est un facteur de la performance, d'où l'objectif, comme tout enseignement, est de favoriser l'autonomie des sportifs et des sportives. C'est donner des outils que l'athlète va identifier, comprendre et pouvoir développer en fonction des mois et des années de manière autonome. Et pas créer cette relation de dépendance qui est souvent un écueil et une crainte partagée par les entraîneurs et les entraîneuses sur ce type d'accompagnement-là. D'ailleurs, le premier préparateur mental, pour moi, c'est l'entraîneur ou l'entraîneuse qui a des connaissances et dans sa manière d'agir et de gérer les contenus, participe à entraîner mentalement. Traditionnellement, on vient identifier 4 grands domaines d'intervention sur la préparation mentale. La motivation, les émotions, la concentration et la cohésion. La motivation, c'est qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous anime. Ça renvoie à la notion d'objectif. Souvent, les sportifs parlent d'objectifs de performance. C'est bien d'en avoir. Mais quels sont les objectifs de maîtrise que je mets en place, les étapes intermédiaires que je mets en place pour pouvoir atteindre mes objectifs de performance? Dans la performance, je contrôle pas tout.
Je contrôle comment je me prépare, comment je m'entraîne, mais je contrôle pas le niveau de mes adversaires. Je contrôle pas un certain nombre d'éléments qui peuvent se passer dans la performance. La technique en lien avec la question de la motivation, c'est principalement la technique de fixation d'objectifs. Être capable de se fixer des objectifs, de les réévaluer, de les questionner, qu'ils soient assez précis, de pouvoir les diagnostiquer et les évaluer, savoir si je les ai atteints ou pas. Autour de la question de la motivation, dans certaines pratiques, en particulier dans le rugby, mais aussi dans le cyclisme et dans d'autres sports, c'est la capacité à maintenir les efforts malgré des fois les douleurs physiques, les douleurs respiratoires, les douleurs psychologiques, les coups que je peux recevoir, mais l'action, elle continue en fait. Qu'est-ce qui fait que je continue à m'engager malgré des choses qui viennent perturber mon engagement, à la fois dans cette notion de douleur, hein, quand on est sur les efforts sportifs, il faut s'engager à 300%, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête, j'ai pris 3 coups, et derrière, il faut quand même arriver à se remobiliser, à s'engager, à se motiver sur l'action d'après. Et ça s'entraîne, ça renvoie à la question de la dureté mentale, être dur au mal, en tout cas se dépasser, je préfère prendre ce mot-là. Le dépassement de soi s'entraîne et ne va pas de soi, d'accord ? Ça renvoie à la notion d'entraînement qu'on peut mettre en place. Autour de la question des émotions. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle d'habileté mentale, les Canadiens parlent de life skills, d'habileté de vie, pouvoir se motiver, gérer ses émotions, communiquer, faire partie d'un groupe, gérer son attention et sa concentration sont aussi des habiletés utiles, indispensables dans la pratique sportive, mais indispensables dans le monde de tous les jours, dans notre quotidien en fait. Du coup, la capacité à identifier nos émotions, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, ça me perturbe, de pouvoir les réguler. Et là, il y a des stratégies, il y a aussi des exercices pour identifier mes émotions, hein, il y en a un certain nombre, il y a aussi des exercices qui permettent de réguler mes émotions. Tiens, j'ai une émotion de colère. Comment je fais pour l'accepter et passer à autre chose? Sur quoi je porte mon attention? Et du coup, comment aussi un partenaire ou une partenaire peut m'aider à gérer ponctuellement une situation où je suis très en colère et détournée de ce que je dois faire. Et cette question de gestion des émotions, elle est aussi étroitement liée à une autre habilité, à l'habilité cognitive, qui est la question de la concentration. Évidemment, quand je suis fatiguée, quand j'ai des émotions négatives, quand je suis sous stress, il y a des chances que ces facteurs viennent perturber ma qualité attentionnelle. D'où l'intérêt, on en parlera un peu, de s'entraîner sous stress, de s'entraîner sous fatigue, et donner des stratégies mentales à ces sportifs et à ces sportives pour pouvoir faire face à ces perturbateurs, pour se reconcentrer sur le ici et maintenant. Les émotions, ça renvoie à l'enjeu du match, la pression, l'évaluation qu'on fait de sa performance, les adversaires qui, des fois, nous encouragent pas toujours, hein, en particulier le public. Quand je vais jouer à l'extérieur, la finale à l'extérieur chez le club concurrent, on va pas s'attendre à ce qu'on m'encourage beaucoup. Donc, il faut se préparer à cette ambiance-là, à y faire face pour être le plus efficace possible le jour du match. L'autre question, donc attention, concentration, tous les aspects cognitifs. Et le dernier aspect, qui est le quatrième, ils sont tous importants les uns que les autres, c'est l'aspect cohésion ou l'aspect relation interpersonnelle. C'est comment arriver à construire une équipe cohésive qui arrive efficacement à fonctionner pour être performant et gagner les matchs. Donc ça renvoie à la cohésion opératoire. Et comment, dans la relation interpersonnelle que je construis entre l'athlète et l'entraîneur, va permettre à l'entraîneur d'en apprendre et d'être meilleur, et à l'athlète d'en apprendre et d'être meilleur. Dans la qualité de la relation, Sophia Jowett nous parle dans son modèle d'efficacité de la relation entraînée, à la notion de complémentarité, de proximité, d'engagement. Comment cette dyade, elle s'engage, elle est complémentaire, elle s'écoute pour atteindre évidemment ce qui nous anime, c'est l'efficacité, c'est gagner, pouvoir être performant. Du coup, la préparation mentale, comment ça se passe? Il y a la possibilité, comme en préparation physique, de faire ce qu'on appelle des contenus dissociés, c'est-à-dire que je vais apprendre par une feuille et un exercice de revenir sur l'entraînement que j'ai vécu et d'identifier les émotions que j'ai vécues pendant l'entraînement ou pendant le match. Tiens, là, j'étais émotion très enthousiaste, très positive parce que je venais de marquer un essai et derrière, je me suis sentie efficace, j'ai réussi à me concentrer sur ce que j'avais à faire. Tiens, là, émotion négative quand l'entraîneur ou l'entraîneuse me dit que je fais pas assez d'efforts. Du coup, ça m'a un peu irritée et je me suis déconcentrée de ce que je devais faire sur l'action suivante en défense, par exemple. Donc, prendre des temps de manière dissociée où je peux me questionner et m'entraîner mentalement, mais il y a aussi ce qu'on appelle la préparation mentale intégrée. Comment, à l'intérieur d'une séance d'entraînement, je viens mobiliser, entraîner des ressources mentales
qui peuvent être, par exemple, dans un exercice difficile de défense, vouloir favoriser l'interrelation et la communication entre les joueuses de rugby, par exemple. Comment les mettre sous stress, en difficulté, et faire en sorte qu'il ou qu'elle se centre pas sur la émotion individuelle, mais qu'elle continue à communiquer. Parce que, principalement, dans le sport, que ce soit au rugby, basket ou autre, l'enjeu, c'est de bien gérer les temps faibles. Les temps faibles, c'est les temps où je suis un peu moins bien, où l'adversaire, il prend le dessus, et comment les gérer de façon les plus efficaces pour derrière réinvestir et réinstaller la performance dans son équipe. Donc la PM intégrée en fonction de l'objectif, c'est aussi si on veut travailler le dépassement de soi, c'est-à-dire la capacité à se dépasser, comme ça porte son nom, et pas attendre la compétition pour se dépasser, mais comment dans les exercices que je propose, qui sont très difficiles physiquement, je peux continuer à faire en sorte que mes sportifs et mes sportives s'engagent de manière aussi importante que si c'était une finale de championnat de France. Donc, comment retrouver dans les conditions d'entraînement des conditions proches de la compétition qui me permet de mobiliser ce type de ressources-là. L'APM intégrée, c'est aussi pas mal sur la question de la concentration et de l'attention. On sait que dans les temps faibles ou dans les temps où on est peut-être moins bien, on a tendance à se déconcentrer. Donc, comment mettre ces sportifs et ces sportives, leur demander de continuer à prendre des informations alors qu'ils sont en difficulté physique ou cognitive parce qu'ils ont déjà beaucoup d'informations à traiter. Et la question de l'attention par rapport au focus attentionnel se travaille de manière intégrée dans l'entraînement. Donc c'est pour ça que, évidemment, tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir un ou une préparatrice mentale dans son staff et que je répète que l'entraîneur ou l'entraîneuse est le premier préparateur mental comme cette personne est la première préparatrice physique ou technique ou tactique. Mais comment dans les séances, en tout cas c'est l'enjeu dans la formation qu'on fait à l'enseignement en STAPS, l'entraîneur et l'entraîneuse peuvent déjà avoir des outils pour travailler cette qualité-là. Et après, quand on recherche l'expertise, en effet, on peut se questionner sur trouver une personne ressource experte par rapport à ça. Ça tombe bien, quand on parle de personnes ressources, qui peut intervenir sur ces aspects psycho, sur l'entraînement mental, qui peut la prendre en charge? C'est quand même la préparation mentale, un champ d'investigation et d'application assez récent par rapport à la préparation physique qui s'est, on peut dire, quand même démocratisé et où facilement, maintenant, tous les staffs élites pro ont un ou une intervenante en préparation physique. Dans le monde pro actuellement, sur l'intervention mentale, l'entraînement mental, il y en a, ça prend du temps, en tout cas, pour pouvoir avoir des personnes dans son staff. Bon, malgré tout, il y a des équipes nationales, ça m'arrive régulièrement d'intervenir sur cette question-là, et qui commencent à avoir l'intérêt d'intégrer ce type de ressources-là. Les premiers intervenants, c'est les entraîneurs, on l'a vu ensemble. Après, c'est la question de la spécialisation et de l'expertise, parce que l'entraîneur, il peut pas tout voir, il peut pas tout comprendre, et de par son rôle, il peut y avoir un conflit d'intérêts de rester sur cette dimension de la préparation mentale. Plus on veut de la performance, plus c'est intéressant d'avoir des personnes qui partagent leur expertise et qui le mettent à propos dans le staff et dans le fonctionnement collectif. Les préparateurs mentaux, si on veut avoir des repères pour trouver là où les bonnes personnes, avoir un master 2 STAPS est quand même une condition importante dans votre capacité à recruter des personnes, en particulier des Master 2 qui sont spécialisés autour de la préparation psychologique et du coaching dans le sport. C'est le cas dans un certain nombre de formations universitaires. Les psychologues de sport, eux, ont fait un parcours de psychologie et ont un Master 2 de psychologie. Donc, ils sont psychologues, en fait. Et du sport, l'appellation sport, il n'y a pas de spécialité en soi qui accrédite cette notion de sport, mais peuvent intervenir des préparateurs mentaux qui ont une formation universitaire STAPS et des psychologues du sport qui ont fait des stages appliqués dans le monde du sport et qui ont un Master 2 en psychologie. Après, tout le monde peut se dire préparateur ou préparatrice mentale. Vous l'êtes tous, là. C'est pas un métier protégé, d'accord? Et du coup, c'est vrai que le paysage est pas forcément très clair. C'est pour ça qu'il existe la Société savante de psychologie du sport qui s'appelle la SFPS, qui offre d'ailleurs sur son site internet des actions, des webinaires, des informations sur la préparation mentale, qui offre aussi, qui participe, dans lequel je suis dans le comité de direction, qui participe à diffuser, à démocratiser tous ces contenus sur la préparation mentale, et qui offre un système gratuit d'accréditation des personnes, c'est-à-dire que pour être identifié et accrédité par la Société française de psychologie du sport, il faut monter un dossier et montrer son expertise et sa compétence dans les diplômes en termes de Master 2 STAPS ou Master 2 Psycho
et valider des stages d'intervention. D'ailleurs, en Master 1 ou 2, vous êtes tout le temps en stage, et valider un certain nombre de volumes d'heures de stage à encadrer des sportifs et des sportives. Donc, vous allez sur le site de la SFPS et vous avez la liste des personnes ressources qui ont été accréditées. Tous les 6 mois, il y a la possibilité de pouvoir se faire accréditer par rapport à ça. Donc voilà, sur le métier, sur qui un peu intervenir. Donc le paysage, il se clarifie. Allez vous renseigner auprès de la Société française du sport. Allez questionner vos enseignants de l'UFR STAPS qui travaillent en psy du sport, qui sont dans un réseau autour de la psy du sport et de la prépa mentale. Et déjà, vous aurez un certain nombre d'éléments qui pourront vous aider à choisir le ou la bonne personne au sein de votre collectif. Et pour continuer à vous former, je vous invite je fais un peu de publicité, à être membre de la Société française de psy du sport, où chaque année, il y a des journées d'études où les études scientifiques qui sont réalisées sur les aspects psychologiques dans la performance sportive sont diffusées et du coup, ça permet aussi de regrouper un certain nombre de praticiens et d'intervenants de terrain sur les aspects psychologiques. Souvent, la question qui me revient, je saute à l'autre diapo, c'est à quel âge on commence la préparation mentale ? J'ai envie de vous dire, mais à quel âge c'est important de se motiver, de gérer ses émotions, d'être en bonne qualité de relation, de bien communiquer et de bien être concentré. Il n'y a pas d'âge. J'ai envie de dire, dès le plus jeune âge, on pourrait imaginer de pouvoir donner des outils à ses enfants sur, OK, tu ressens de la colère, qu'est-ce que ça génère chez toi, hein, et pourquoi derrière tu as plutôt un comportement inapproprié qui est expliqué à la situation, à la colère que tu as reçue. Donc, donner des outils aux jeunes dans la pratique sportive, donner des repères, les aider à se motiver, à se concentrer, à questionner en fait ce qu'ils ressentent, à valoriser l'importance de la communication et de l'interrelation dans une équipe, rentrer, dire bonjour, s'intéresser à l'autre, sont des habiletés mentales, et c'est pour ça que les Canadiens les emploient à juste titre, cette notion-là d'habileté mentale et d'habileté de vie, sont des habiletés de vie. Et du coup, ça commence dès le plus jeune âge. De la même manière que sur la préparation physique, on va pas apprendre à courir que quand on a 15 ans. Donc, toutes les opportunités de développer de la force, alors on va pas mettre des enfants sous une barre de muscu, c'est pas la question, mais la possibilité de courir plus vite, d'être fort, d'être forte, d'être endurant, d'être coordonné, d'être souple, d'être concentré, d'être motivé, de gérer ses émotions, de s'intéresser à l'autre, sont des ressources qu'on doit développer dès le plus jeune âge. Après, on adapte le contenu et on adapte le discours. Du coup, souvent, c'est la question qui nous est posée, c'est quelle qualité on développe en fonction de l'âge. On fait un peu le lien avec la psychologie du développement. Hein. Qu'est-ce que nous apporte la psycho du développement pour identifier quelles ressources mentales travailler chez les jeunes. Donc voilà, il y a un partage d'idées sur chez les plus jeunes jusqu'à 5-10 ans, nourrir cet enthousiasme. Vous le savez mieux que moi que les gamins, ils sont à fond en termes d'enthousiasme et d'énergie, généralement dans nos séances qu'on peut animer. Donc maintenir cet enthousiasme, cette énergie et cette motivation. Faire verbaliser les émotions et les ressentis, les frustrations. Ouais, non, je suis pas d'accord, il y a faute, l'arbitre il a pas sifflé, et puis là il y a un tel qui nous écoute pas. Bon, OK, qu'est-ce que tu ressens quand tu me partages cette information-là? Là, la faute n'a pas été sifflée par l'arbitre, par exemple. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Mais est-ce que, à des moments aussi, cette émotion négative, elle entrave directement ta concentration? Donc, dès le plus jeune âge, parler et identifier sur les émotions qui sont ressenties, on installe la base pour pouvoir un peu plus tard développer des stratégies pour les réguler, les émotions. Et toute la question de la pratique sportive et l'intégration et la valorisation des valeurs et des règles de vie. Le sport est, en tout cas, les valeurs du sport, intrinsèquement, elles ne se développent pas. C'est pas intrinsèque de bien se comporter. Ça, c'est un fantasme du monde sportif, hein. Par contre, le sport est un bel outil pour développer des valeurs, des règles de fonctionnement, des règles de vie, la manière d'identifier ce qu'on ressent, comment communiquer et d'aller questionner toutes ces habiletés mentales et ces habiletés de vie. Du coup, à l'adolescence, ça peut être intéressant de développer des stratégies autour de comment, finalement, davantage donner des outils pour contrôler ses émotions. Être capable d'être un peu plus autonome sur la notion de fixation d'objectifs. Là, tu es dans cette pratique basket. Qu'est-ce qui t'anime? Ou pratique rugby? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux progresser pour pouvoir atteindre un autre niveau? Développer cette connaissance de soi et cette autonomie. Et puis après, quand on va un peu sur le volet perfectionnement, hein, on peut en effet nourrir cette notion de cohésion, d'entraide, de communication, de s'intéresser à l'autre, d'accepter la différence. Il n'y a pas que des personnes extraverties et introverties. C'est pas parce qu'une personne elle est introvertie qu'elle pourra pas être capitaine et qu'elle pourra pas avoir du leadership.
sortir de ces raccourcis-là, et comment, en fait, petit à petit, si on a pu éduquer, initier autour de ces stratégies mentales et de ces qualités mentales, on peut après pouvoir aller un peu plus dans l'expertise des stratégies mentales mises en place pour développer la motivation, la concentration, les émotions et la cohésion. Mais sortir de la représentation, si on n'entraîne pas ces qualités, ce que je dis souvent aux sportifs et aux sportifs de haut niveau, vous avez des qualités mentales, sinon vous ne serez pas en équipe de France. Par contre, si vous voulez être meilleur, il va falloir en travailler un certain nombre d'entre elles pour pouvoir encore passer des caps et progresser dans votre projet individuel de performance. Donc là, je crois que je passe la parole à Emma, qui va intervenir sur... Merci Virginie. Alors, pour continuer sur cet élan, effectivement, l'idée, c'est de vous mettre en lien des ressources mentales qui sont souvent travaillées dans cette programmation de préparation mentale et de l'importance de les travailler. Donc là, on vous a juste indiqué, je dirais, les grandes définitions de ce que c'est que ces ressources mentales, mais en vous disant que c'est effectivement des ressources qui se travaillent au même titre que le fait de travailler aussi sur des ressources physiques. Alors la première, sur cette notion de confiance en soi. Donc là, c'est vraiment une ressource qu'on travaille très souvent avec les athlètes parce que c'est vraiment une variable mentale clé en lien avec la performance. Alors, vous voyez, vous avez une définition qui est indiquée ici. C'est vraiment cette idée de croyance en sa capacité de réussir une performance. Et encore une fois, cette notion de croyance en ses capacités, c'est quelque chose qui doit se travailler, se cultiver. Et ce qui va être important, c'est de pouvoir travailler cette ressource, mais comme les autres, notamment dans les périodes, dans les moments où la sportive, le sportif va être plutôt dans une situation négative, défavorable. C'est-à-dire que j'ai une première mi-temps qui vient de se dérouler plutôt négativement. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'arrive à conserver un niveau de confiance? Et tout le travail de la préparation mentale, c'est ça. C'est de pouvoir amener ce sportif, cette sportive, à être dans cette idée de niveau de confiance qui reste optimal, qui reste élevé, alors que la situation au préalable n'est pas forcément très favorable. Et puis l'autre élément qui est intéressant à associer avec la notion de confiance en soi, c'est qu'elle est vraiment en vase communicant avec l'anxiété. C'est-à-dire que très souvent, quand une sportive est dans une perte de confiance, donc commence à douter, commence à se dire finalement, est-ce que j'ai les capacités de réussir? Eh bien, entre guillemets, automatiquement, on a une hausse de l'anxiété, c'est-à-dire du stress ressenti. Et l'inconvénient, c'est que associé à l'anxiété, on a soit quelque chose de cognitif et ou de somatique, c'est-à-dire qui est vraiment au niveau du corps, donc des sensations désagréables, le fait de sentir les mains moites, la boule au ventre, la boule au niveau de la gorge, par exemple, etc. Donc, forcément, là, ça a tout de suite une incidence sur un aspect moteur, sur cette notion de motricité. Et quand on est dans une performance motrice, donc liée à l'activité physique, c'est fondamentalement ce qui va détériorer très rapidement la performance. Donc, le fait de travailler sur la ressource confiance en soi, ça permet aussi de travailler sur la notion d'anxiété. Une autre ressource qu'on retrouve très souvent, qui a déjà aussi été mis en avant par Virginie, c'est aussi ce travail sur le pourquoi je m'investis, le pourquoi je continue, ou le pourquoi j'ai peut-être envie d'arrêter. Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel aussi on travaille avec les sportifs, les sportives, et notamment sur l'aspect qualitatif de cette motivation, c'est-à-dire du pourquoi. Et essayer de leur faire comprendre que oui, c'est bien d'avoir une raison, un objectif, mais c'est peut-être encore plus efficace d'avoir les bons objectifs, c'est-à-dire la bonne motivation. Très souvent, Virginie, elle en parlait, chez les enfants, ils sont tout de suite dans quelque chose de très autodéterminé, c'est-à-dire qu'ils font l'activité, ils s'investissent
pour plaisir, pour les sensations qu'ils vont y retrouver. Puis ensuite, ça peut se détériorer. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir quelqu'un qui continue à s'engager, mais plutôt parce que il faut y aller, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont mis qui m'ont mis peut-être une certaine pression. Donc je continue. Donc où ça potentiellement me permettra de gagner ma vie, éventuellement. Donc ça veut dire que là, on bascule sur un autre type de motivation. Et l'idée, c'est de faire comprendre, en tous les cas, aux sportifs que la qualité de motivation, c'est-à-dire qui va être plus ou moins autodéterminée, va avoir une incidence sur sa performance. Et encore une fois, ça veut dire que c'est quelque chose auquel on va les solliciter relativement régulièrement et ne pas être juste sur une posture qui est de dire, voilà, il sait pourquoi il est là, donc on n'a pas à lui reposer la question, on n'a pas à se re-questionner. Alors que l'idée, c'est justement de se re-questionner sur le pourquoi je suis engagé. On a une troisième ressource, dont a parlé aussi également Virginie, et qui est une des ressources qui est à travailler, c'est cette notion de régulation émotionnelle. Alors ça, c'est important parce que ça renvoie à la manière dont les sportifs sont capables d'identifier, et ça c'est important, d'identifier l'émotion, de l'exprimer, de la comprendre, et puis ensuite de la réguler, de l'utiliser. Et ça, c'est aussi un travail qui est important en préparation mentale. C'est cette notion d'être conscient du fonctionnement de ces émotions et ensuite de comment les gérer. Pour gérer une émotion, il faut comprendre ce que c'est. Et autre élément qui est important et qui est aussi notamment important dans des sports collectifs et notamment au niveau du rugby, eh bien, c'est la capacité aussi à comprendre l'émotion de l'autre, du coéquipier, de la coéquipière. Et ça va être aussi, encore une fois, une ressource mentale qu'on va travailler. Donc, avec cette idée, bien sûr, d'identifier les émotions qui seraient positives, négatives. Alors, quand je dis positives, négatives, c'est souvent dans le sens qui, finalement, ne sont pas adaptées à la performance ou sont adaptées à la performance. C'est-à-dire que là, ça va être quelque chose de subjectif. Certaines émotions vont être vécues par une sportive comme quelque chose de facilitant, de quelque chose qui va booster la performance, alors que pour une autre sportive, ça va être l'inverse. Donc, encore une fois, cette connaissance, cette identification va être quelque chose de relativement important. Autre ressource qu'on peut retrouver, et puis je vais peut-être laisser la parole à Virginie sur la concentration. Ouais, autour de la notion de concentration, qui est une ressource dont on parle de plus en plus, parce que les nouvelles générations, et vous savez que nos modes de vie nous invitent à être très sollicités par nos SMS et apprécier cette sécrétion de dopamine reliée à cette sollicitation. Donc bon, c'est la condition actuelle dans laquelle on vit. Après, c'est dur aussi des fois du coup de pouvoir. C'est clair que c'est une ressource mentale qui devient de plus en plus importante à travailler pour ces raisons-là, pour notre manière de vivre. Comment rester sur le ici et maintenant? Dans une journée, on prend 16 000 décisions. Vous imaginez qu'elles sont pour la plupart automatiques, parce que sinon on aurait mal à la tête à la fin de la journée. On a plein de pensées. Pendant que je vous parle, je peux peut-être repenser à l'entretien que j'ai eu ce matin et à la réunion qu'on va faire tout à l'heure. Et comment rester sur le ici et maintenant est un exercice qui se travaille. Et dans la pratique sportive et dans la haute performance, c'est comment, avant une course, de pas trop penser à ce qui va se passer après. Quand j'enchaîne les manches, par exemple, comme en cycliste sur piste ou dans d'autres épreuves, comment ressasser ce que j'ai raté et pas recommencer à me projeter sur la performance d'après. Comment, en plein effort, j'essaye de me concentrer sur ce que j'ai à faire. L'attention, elle renvoie à des connaissances. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le lien de ces habiletés mentales et de la connaissance qu'il peut y avoir est relié aux connaissances scientifiques, la psychologie, la neuroscience. Et toute la question est de pouvoir entretenir ce qu'on appelle la flexibilité attentionnelle. Et quand je suis perturbée par une émotion, je la rumine et je perds ma flexibilité attentionnelle.
Hein, j'ai un discours intérieur plutôt négatif, à dire j'y arrive pas, j'ai mal aux jambes, ça va pas le faire, etc. Et du coup, je suis plus concentrée sur rester fléchi, me préparer à plaquer, prendre des informations, communiquer avec ma teammate qui est juste à côté. Et ces ressources-là, je le répète beaucoup, mais du coup, elles se travaillent. Ça veut dire vivre des conditions et des situations d'exercice difficiles, où il y a beaucoup de sollicitations, où je suis frustrée de ma performance, et de la même manière, pas me projeter sur la réussite, hein, quand on est à 2 minutes et qu'on est prêt à gagner, hein, faut essayer de continuer à s'engager jusqu'au coup de sifflet final. Et cette notion d'attention, hein, être concentré sur mes pensées, prendre de la formation à l'extérieur, pouvoir derrière, si je prends de l'info, prendre des décisions, et des fois prendre le risque de décider, mais prendre le risque de perdre, d'oser, plutôt que de finir la course et de dire, j'étais derrière, mais je sentais que je pouvais y aller, mais j'y suis pas allé, mais finalement, j'étais pas bien placé, finalement, je finis 6e, je suis dégoûté. Donc c'est facile de pas vouloir décider aussi. Des fois, prendre des décisions et prendre des risques, c'est accepter de perdre. Et ça, si on vient pas tester ces opportunités-là, après, derrière, c'est compliqué de se rendre compte si on peut être efficace sur ces points-là. Donc voilà. Et d'ici et maintenant est un vrai challenge de nos jours, et se travaille par plusieurs stratégies et d'exercices de prépa mentale intégrés et dissociés, si on vient s'entraîner un peu avec des séances de méditation qui nous entraînent, en fait, à recentrer notre focus attentionnel sur le moment présent, et malgré, en tout cas, les perturbations qu'il peut y avoir. Bon, et la notion de cohésion, on intervient pas mal avec Emma autour de cette question-là. Souvent, j'interviens autour de cette question de bien s'entendre et d'avoir des amis dans son équipe ne va pas nous permettre d'être efficace et d'atteindre la performance. Dit autrement, le plus important est de nourrir et développer ce qu'on appelle la cohésion opératoire, c'est-à-dire la capacité à moi bien connaître ce que je peux apporter à l'équipe, à bien connaître chacune d'entre vous, vous pouvez apporter à l'équipe, et te donner la balle et jouer avec toi pour mettre en valeur ce que tu sais faire. Peut-être qu'à une telle, je vais pas lui passer la balle de cette manière-là, et à l'autre, elle est plus à l'aise à attraper la balle au centre que plutôt de l'attraper de manière décentrée, par exemple. Sur les projets de jeu offensifs et défensifs, cette question de la cohésion opératoire, elle est centrale, qui renvoie aussi à la volonté du staff et de l'entraîneur et de l'entraîneuse d'avoir une vision, de bien connaître chacun des sportifs et des sportives, et de mettre en valeur les qualités des uns et des autres, d'accord ? Du coup, ça renvoie à favoriser l'interrelation dans une équipe. J'imagine, là, c'est du 7 en rugby, mais quand on est 15, ça fait beaucoup de monde sur le terrain. Comment échanger, comment connaître l'autre, comment, quand je viens à l'entraînement, je vais avoir la facilité d'aller passer du temps avec les personnes que j'apprécie le plus, et méconnaître et moins bien connaître certains membres de mon équipe. Donc comment, dans ma manière de gérer mon équipe, je parle pour la haute performance, hein, d'accord, pas pour si les gens ils sont là pour s'amuser, il faut nourrir la cohésion sociale, favoriser le lien, passer du bon temps ensemble. Si c'est le motif de pratique qui est là de se faire plaisir et de gagner quelques matchs, très bien, faut aller sur la cohésion sociale. Si on veut atteindre la haute performance, la cohésion sociale, elle va exister, faut pas la nourrir, il y a du temps surtout à passer sur autre chose, sur la cohésion opératoire, sur que chacun se connaisse, comment dans les temps vidéo je peux faire en sorte que chacune s'exprime pour bien connaître l'autre, des fois sur une courte période de temps, quand on prépare un championnat d'Europe par exemple et qu'on a 4 semaines pour le préparer en équipe de France et qu'on a une compétition d'une semaine à la fin des 4 stages, faut bien se connaître rapidement, bien connaître les qualités des unes et des autres, adhérer au projet de jeu qui peut être co-construit ou proposé par le staff, et c'est pour ça que tous les exercices, les moments qui vont participer à la cohésion opératoire, ils sont tellement importants que bien s'entendre, c'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois à dire à des sportifs et à des coureurs que même si t'aimes pas la personne qui est à côté de toi et qu'elle va rouler ensemble pour atteindre la haute performance, chacun doit faire professionnellement ce qu'il a à faire, mais même si c'est pas ta meilleure amie, c'est pas grave. Ça va nous permettre quand même, malgré tout, d'être champion ou champion du monde. Et la relation affinitaire est pas un déterminant de la performance sportive. Du coup, et ça sera la dernière diapo, les entraîneurs et les entraîneuses nous parlent beaucoup de la gestion des habiletés mentales des athlètes, mais quid en fait de l'entraîneur qui, je pense, est au même titre que chacun et chacune d'entre nous, qui doit gérer sa motivation, qui doit gérer ses émotions, qui doit gérer ses interrelations, qui doit gérer sa concentration, hein, comment être pas sous stress, comment gérer les changements, comment prendre des infos, comment communiquer, comment gérer son staff. Et en fait, un modèle efficace quand on a un expert ou une experte en prépa mentale, c'est d'avoir une personne qui bosse en effet avec l'équipe, mais qui travaille avec le staff aussi. Parce qu'on peut pas demander à nos joueurs et joueuses d'incarner et de développer des ressources si nous, en tant que membres du staff, on n'est pas dans le même dispositif.
Donc ça pose aussi la volonté aussi du staff de travailler sur ces questions-là. On vous demande vous de gérer vos émotions et quand le kiné ou le médecin va, il est paniqué, il court partout et il génère tout le stress qu'il peut vous donner quand il vient vous donner votre bidon pendant un temps de repos médical où il y a quelqu'un qui est blessé. Donc si on veut être cohérent et cohérente, cette notion d'accompagnement du staff, elle me semble essentielle, voire à la base de l'accompagnement. Autour de l'entraîneur, c'est comment gérer sa concentration, comment rester sur l'ici et maintenant, et quand on joue tous les week-ends et qu'on commence à perdre, comment gérer les dirigeants et les dirigeantes qui commencent à dire bah ouais, en fait, ton équipe elle est pas très forte, ils ont mal joué, offensivement c'était pas intéressant. Il peut y avoir aussi des effets positifs. Oh, on gagne bien, c'est trop bien, etc. Et du coup, on en oublie de continuer à travailler. Comment gérer ses émotions avant, pendant, après les matchs. Et on sait qu'être entraîneur et entraîneuse, on est mise en scène, en fait. C'est un métier pro où tout le monde nous regarde et tout le monde va faire ce qu'on appelle des attributions causales, des explications de la performance, sans expertise. Et que c'est un métier où on est nu devant les évaluations et les avis de chacun et chacune. Et comment gérer cette interface? Comment communiquer avec les médias, comment communiquer avec ses sportifs, comment gérer les conflits, comment des fois dire qu'on a changé d'avis en tant qu'entraîneur et que tu seras plus dans mon 5 de départ, mais finalement j'ai choisi de faire intervenir une autre personne. C'est gérer ces moments agréables et désagréables dans le terme de l'annonce. C'est aussi transmettre de l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on entraîne, on peut pas attendre de l'énergie de nos athlètes si nous on n'en apporte pas. C'est ce que le modèle de Sophia Jowett développe avec les Anglais. C'est comment jouer sur cet engagement. Toi, en tant qu'entraîneur, tu t'engages, tu demandes de l'engagement, tu demandes de l'énergie, tu demandes de nourrir une relation de proximité, mais comment nous, en tant que membres du staff, on incarne ces questions-là et comment on transmet de l'enthousiasme, de la discipline. On peut pas demander de l'exigence à ces sportifs et ces sportifs si nous, déjà, on l'incarne pas un minimum. Donc cette question d'attente, pour moi, elle doit être co-construite et de valeur, et autant le staff et les joueuses doivent l'incarner. La notion d'objectif, les entraîneurs sont toujours évalués sur la performance, mais la notion de formation continue et de pouvoir apprendre et de pouvoir avancer dans leur projet perso, la capacité à débrancher, donc aussi en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach, de poser le téléphone, s'aérer, bien dormir, bien manger, avoir des bonnes relations familiales et amicales, tout ce qui nous permet d'avoir plutôt une belle vie et de se détacher un peu du stress. C'est quoi la compétition? C'est une sorte de stress où on va gérer beaucoup d'émotions, donc c'est quand même un moment plutôt agréable. Et comment gérer par rapport à ça? C'est en tout cas un beau métier. En termes de management, du coup, comment gérer les parents? On n'a pas parlé des parents, mais on pourrait aussi en parler. Comment gérer les parents? Comment gérer les staffs, les dirigeants, le bénévole, celui qui vient ouvrir la salle? Comment mener un groupe? Il y a des blessés, le groupe il va être remobilisé. Du coup, il va être réorganisé. Comment accepter les nouveaux rôles? Comment aider, et c'est ce qui doit nous animer, et on finira là-dessus, à développer une intégrité physique et psychologique positive. En cette semaine, il y a eu des reportages sur la dépression de certains sportifs et sportifs de haut niveau où la parole se libère un peu. Il y a un besoin d'accompagnement réel dans ces projets de haute performance. Comment on accepte d'être dans la lumière et puis après de plus trop l'être. Comment développer une identité pas que d'athlète, mais que de personne. Et comment, en tant qu'intervenant et intervenante, développer en effet l'intégrité. En tout cas, moi, c'est ce qui nous anime et ce qu'on essaie de transmettre. Intégrité physique et psychologique des personnes, pour qu'elles se connaissent un peu mieux, qu'elles se sentent efficaces et qu'elles s'épanouissent dans ce qui est proposé, même dans la haute performance, même si on veut atteindre et être champion ou championne olympique. Voilà. Merci pour votre écoute. On est dispo avec Emma pour des questions.